Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main. La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La parole aux humanitaires sur la radio Humanité et Développement HDFM. Cette édition spéciale est réalisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Une campagne mondiale qui appelle à la mobilisation, à la sensibilisation et à l'action. À cette occasion, nous recevons une invitée dont l'engagement illustre parfaitement l'esprit de cette initiative. Madame Fatouma Harbert, connue de tous sur les réseaux sociaux avec le nom Tumbutui, blogueuse, défenseur des droits humains, militante pour l'éducation des filles et figure emblématique du plaidoyer citoyen au Mali. Par son courage, ses prises de position et son travail de terrain, elle fait partie de celles qui ont choisi de défendre la liberté, l'égalité et la dignité humaine, malgré les défis d'un contexte parfois difficile. Madame Fatouma Harbert, bonjour et bienvenue dans la parole aux humanitaires. Bonjour Yahya, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, Madame Fatouma Harbert, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à vous engager publiquement comme blogueuse et défenseur des droits humains, notamment dans un contexte aussi sensible que le nôtre? Oui. Merci pour la question. Il faut savoir que je suis partie vers le blogging, ou bien le blogging m'a prise en 2012. Avril 2012, cela a trouvé que j'avais déjà commencé un peu à blogouiller dans mon coin, notamment dans l'école où j'étais enseignante. Mais la situation d'occupation même de la ville, la manière dont nous nous sommes retrouvés enfermés à Tombouctou, en 2012, m'a poussé à prendre la parole. Parce qu'il y avait une situation de quasi-enfermement de la population. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé au nord. On voyait des informations qui n'étaient pas aussi vraies que ça passer, surtout sur les chaînes internationales. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas utiliser les médias sociaux que j'utilisais déjà pour dire réellement ce que nous sommes en train de vivre à Tombouctou durant cette période d'occupation. Donc, et mon premier média, c'était vraiment Twitter. J'utilisais Twitter jour et nuit, je tweetais beaucoup sur la situation que je vivais, que la population vivait, ce qui se passe, qui fait quoi à travers des petites phrases courtes. Il y avait la limitation des caractères et puis voilà, je suis devenue une web activiste. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le point de départ de votre engagement. Et justement, parmi les expériences qui ont marqué votre parcours, quels moments ont le plus renforcé votre détermination à défendre la justice sociale et la citoyenneté active? Oui, merci pour la question. Je vais vous le confier. Vraiment, le moment qui m'a le plus marqué, c'est cette crise-là, c'est cette occupation-là. Parce que cela a pratiquement réorienté ma vie et les actions que je mène. Avant ça, j'étais une simple enseignante dans un institut de formation des maîtres et après cette expérience-là, cette occupation-là, je suis devenu défenseur des droits de l'homme. J'ai fondé une organisation qui travaille dans plusieurs domaines, toujours liés au tech et beaucoup axé sur l'éducation de la petite fille. Merci beaucoup. On comprend véritablement que c'est 2012 qui a réorienté votre vie, oui, qui a fait de vous cette défenseur des droits humains que vous êtes, vu que votre ville Tombouctou était occupée et que vous avez décidé de parler. Oui. Merci. Alors, nous continuons toujours. Tombouctou, oui, je me permets, vous êtes une voix importante dans la promotion des droits des femmes. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les obstacles majeurs qui freinent encore l'émancipation et l'autonomisation des femmes maliennes? Les obstacles majeurs de l'émancipation des femmes maliennes, moi je pense que le premier des obstacles, c'est la crise de leadership qu'il y a au sein des organisations même des femmes maliennes. Lorsque vous regardez, chaque fois c'est toujours des associations qui se tiraillent
pour savoir qui dirige, qui est à la tête. Et pendant ce temps-là, les pauvres femmes maliennes sont encore là dans la même situation, alors que avec un meilleur leadership, il y aurait beaucoup plus d'inclusivité politique pour reconsidérer même les droits des femmes, pour reconsidérer l'appui et l'apport que nos autorités peuvent apporter aux femmes pour qu'elles se développent, mais aussi beaucoup plus d'ouverture sur le plan africain, sur le plan mondial, même pour les femmes maliennes. Tout ça est mis entre parenthèses à cause de cette crise de leadership qui, pratiquement depuis 10 ans, existe au sein de la Confédération des organisations féminines et autres. En dehors de ça, il y a vraiment des questions de positionnement même des femmes dans la société malienne. On continue à voir les femmes comme juste pas, on ne les voit pas au Mali comme la moitié de la population, mais comme celles qui doivent tout juste se contenter d'accompagner les hommes. Vous voyez, et de ce fait, elles n'ont pas beaucoup d'ouverture économique, elles n'ont pas autant accès à l'éducation dans certains contextes maliens. Ce n'est pas le cas à Tombouctou, Dieu merci. Mais encore une fois, les filles et les femmes maliennes sont encore à la traîne lorsqu'on regarde le taux d'alphabétisation, lorsqu'on regarde même le taux de bancarisation. Même lorsque vous prenez un avion, vous allez compter les femmes maliennes sur le bout du doigt. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Et cela se répercute sur les possibilités économiques des femmes, sur l'entrepreneuriat, sur le développement, on va dire, de ces femmes-là. Donc, quelque part, si on comprend bien, il y a aussi une question d'implication. Les femmes ne sont pas impliquées à un certain niveau. Oui, et ce n'est pas le cas simplement parce que moi, je pense qu'il y a cette crise de leadership qui est là pour les femmes. Même lorsqu'il y a lorsque sur le plan politique, on prend des lois comme la loi 052, qui normalement est là pour pouvoir aider les femmes à avoir beaucoup plus d'inclusion, que ça soit politique, que ça soit au poste nominatif, ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas fini de se faire la guéguerre pour se positionner et réclamer leurs droits. Mais au-delà de cette guéguerre, est-ce qu'il y a réellement une volonté politique même pour impliquer ces femmes? On prend des lois, mais est-ce qu'on les applique? Indépendamment du fait qu'il y a ces guéguerres. Ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Les hommes n'ont jamais rien lâché aux femmes. Ça se prend. Et il faut que les femmes soient là pour pousser les hommes politiques-là à voir leur intérêt même. L'intérêt même de ces hommes politiques-là dans l'application de ces lois. Et pour que les femmes s'en sortent le mieux gagnantes, il faut que les femmes s'impliquent dans la politique. Il faut qu'il y ait des femmes à côté des hommes politiques là-bas pour les pousser à prendre les décisions politiques et à les appliquer. C'est vrai, les hommes, il n'y a pas de volonté politique, mais s'il y avait des femmes là-bas, parmi ces politiques-là, la volonté, elle est là-bas avec eux, elle serait là-bas avec eux. Serait là naturellement alors. Voilà. Bien. Alors, merci beaucoup pour cette analyse. Et parmi les domaines où ces obstacles se ressentent le plus, il y a bien sûr la question de l'éducation des filles. Un combat que vous portez depuis plusieurs années. À votre niveau, qu'est-ce qui vous alarme le plus dans les réalités que vous observez au quotidien par rapport à cette question épineuse? Oui, l'éducation des filles. L'éducation de la petite fille, elle est vraiment sérieuse. Pourquoi? Parce que je pense que la petite fille, elle ne profite pas de ses droits en tant qu'enfant, simplement parce que notre société, et c'est lié directement à la configuration qui est donnée aux femmes. La petite fille, même dans son éducation, on ne lui permet pas d'aller à l'école, on ne lui permet pas de rester à l'école. À chaque fois que on progresse dans le cursus scolaire, c'est pour voir qu'il y a moins de filles, elles ne restent pas à l'école, ou bien en même temps qu'elles sont à l'école, il y a des aléas ou bien des critères qui font qu'elles sont automatiquement éliminées et c'est les garçons qui restent. Cela est lié à la configuration de notre société. Et il est important, moi je pense que on a trop tôt laissé tomber cette histoire de sensibilisation pour l'éducation de la petite. Continuons à sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent que la fille a les mêmes droits que le petit garçon. On ne doit pas l'éduquer simplement pour être une génitrice ou bien pour être une ménagère. De la même manière qu'un petit garçon de 16 ans
ne peut pas être père de famille, une petite fille de 16 ans ne peut pas être mère de famille. Pourquoi la marier? Ou bien pourquoi la retirer de l'école? Vous voyez? Pourquoi lui faire la double peine, c'est-à-dire partir à l'école et revenir faire les tâches ménagères, alors que le petit garçon ne le fait pas? Ce sont ces agissements des parents qui pensent, dans leur tête, ils pensent vraiment faire une bonne chose, parce que pour eux, la vie d'une fille, le bonheur d'une fille, c'est juste le mariage. Alors que non, la nation elle-même a besoin de ces petites filles-là. Ce sont des citoyens qui ont les mêmes droits, qui peuvent jouer des rôles majeurs pour le développement de notre pays. Donc, il est important à ce que la sensibilisation continue. Il est important à ce que nos autorités, encore une fois, s'impliquent pour que ces petites filles-là aient encore plus accès à une éducation, surtout dans les zones rurales. Donc, vous pensez que cette sensibilisation elle ne se fait pas de façon intensive? Elle ne se fait pratiquement pas. Il y a juste une petite campagne à la rentrée Back to School, une campagne qui est numérique. Moi, j'ai l'habitude de prendre part à la campagne numérique avec des petits spots dans les radios. Ça s'arrête là. Vous voyez. Alors que nous n'avons pas atteint le niveau où nos populations vont comprendre que d'eux-mêmes que la petite fille a les mêmes droits que le petit garçon. Il faut qu'on la laisse partir à l'école et il faut qu'on la laisse grandir. Et si elle veut se marier, qu'elle prenne cette décision-là. Vous voyez. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Comme vous l'avez dit, de la sensibilisation va naître un certain changement de comportement dans nos communautés. Alors, toujours dans la même dynamique, une autre problématique demeure très préoccupante. Les violences basées sur le genre. D'ailleurs, cette émission est faite dans le cadre de 16 jours d'activisme. Donc, dans cette dynamique, cette problématique demeure très importante. Les violences basées sur le genre qui restent très présentes dans nos communautés. Comment percevez-vous l'évolution du phénomène et quels tabous persistent encore autour de cette problématique? Oui, les violences basées sur le genre, comme vous l'avez dit, monsieur Yehia, sont vraiment un problème au Mali. Parce que elles sont diverses, elles sont très présentes. La non-scolarisation de la petite fille en fait partie. Les mariages précoces en font partie. Et c'est quelque chose auquel je pense que, encore une fois, nos autorités doivent s'attaquer. S'attaquer, pourquoi? Parce qu'elles sont enracinées dans nos coutumes. Elles ne sont pas enracinées, mais on leur donne une forme ou bien on essaye de les rattacher à la coutume, aux traditions, pour continuer à les faire. Moi, je pense que des conduites comme l'excision sont des conduites que l'État lui-même peut faire cesser avec une implication politique. Vraiment interdire carrément l'excision, interdire carrément les mariages précoces. Mais il y a cette influence de nos leaders religieux qui sont là, et chaque fois, il y a certaines de ces violences qui sont faites surtout aux femmes, qui sont rattachées aux traditions pour être maintenues, comme l'excision, comme le mariage précoce où vous allez entendre d'aucuns qui ne sont pas religieux, parce que cela les arrange. Ils vont dire que bon, non, c'est notre religion qui dit que bon, dès que la femme est pubère, on peut la marier. Vous voyez. Et c'est aller jusque dans nos textes où on accepte de marier une petite fille à 16 ans avec l'accord parental, alors que le petit garçon n'est pas marié à 16 ans. Lui, il attend la majorité. On sent que cette situation vous fait réellement mal. Non, pour moi, c'est vraiment la plus grande violence qui est faite à l'encontre des petites filles maliennes. C'est la plus grande. À un moment où 16 ans, 15 ans, si vous allez regarder, elle est au lycée ou bien elle vient de sortir du second cycle, elle peut s'engager dans des études sérieuses, avoir un diplôme, peut-être travailler pour son pays, et on la prend, on la marie à quelqu'un qui, bon, je sais pas quoi, vous voyez. Donc ces violences basées sur le genre sont un véritable problème, surtout pour les femmes. C'est pour ça qu'il faut continuer, on va continuer, et tous les plateaux qui vont me recevoir vont me l'entendre dire. Il est temps à ce que vraiment on lutte contre ces violences-là. Il ne faut pas oublier aussi, au titre de ces violences, les violences institutionnelles. Parce que l'État même prend des décisions qu'elle n'applique pas. L'État même ne suit pas ces violences-là.
C'est vrai, il y a des one-stop centers qui reçoivent des femmes, qui apportent des appuis psychosociaux aux femmes, mais ça reste toujours dans un cadre confiné, social, où la femme a peur de ce que la société va dire. Voilà, elle a peur de dénoncer le mari violent, ou bien le parent qui ne voulait pas qu'on excise sa fille, ne dit rien et regarde les grands-parents faire l'acte. Ces cadres parfois sont même limités. Et après, ce n'est que quand il y a des problèmes qu'on va dans ces cadres-là. Alors que les décisions politiques, comme vous le dites, peuvent carrément bouter ces problèmes. Carrément. Il faut un courage politique. Il faut aussi une plus grande implication des organisations féminines, je pense bien. Nous-mêmes, nous avons peur de ce que nos leaders religieux, de ce que la société va dire que bon, toi, une Malienne, comment est-ce que tu peux combattre l'excision? Comment est-ce que tu peux dire aux femmes de divorcer? Il ne s'agit pas de dire aux femmes de divorcer. Il s'agit de dire aux femmes de s'extraire des situations nuisibles et nocives. Quand dans un mariage finit en féminicide, c'est toi qui perds la vie. C'est vrai. Donc, il faudrait prévenir ça. Il faudrait supporter les femmes qui sont dans ces situations-là pour leur faire comprendre que c'est vrai que vous avez des enfants, mais la violence ne s'endure pas. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit le dicton. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, on en apprend énormément. Et on a même commencé à aborder les approches, tout avec la sensibilisation dont vous avez énormément parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens efficaces en fonction de vous, votre expérience, qui permettent de prévenir les violences faites aux femmes et soutenir les survivantes? Oui, et il y a d'autres moyens. Personnellement, moi, je travaille beaucoup avec les organisations féminines pour ce que j'appelle leur mise à jour. Parce que les femmes en réalité, elles ne connaissent même pas leurs droits. Elles ne savent pas ce qu'elles peuvent faire. Elles ne savent pas ce qu'elles ne peuvent pas faire. Elles ne connaissent même pas où aller lorsque ça ne va pas. Donc, on a des discussions avec les femmes dans les quartiers, dans nos langues, pour leur parler des différentes lois qui existent. Par exemple, si c'est une petite fille, pratiquement, elle a droit à l'éducation. Comme le petit garçon, les femmes elles-mêmes, elles ont beaucoup de droits. Et le Mali, en tant que pays, a ratifié beaucoup de lois sur le plan international et de conventions qui les protègent, elles femmes. Mais qu'elles ne connaissent pas. Qu'elles ne connaissent pas. Elles n'ont aucune idée. Il y a des femmes qui ne savent pas que, par exemple, elles peuvent, elles aussi, elles ne sont pas obligées d'attendre et de subir la violence du mari et d'attendre une répudiation, qu'elles peuvent partir quand ça ne va pas. Parce que pour elles, dans la tradition, une femme ne divorce pas. Vous voyez, c'est une femme, quoi qu'il arrive, c'est le Mounou et Nisabali qui est là. Donc, toi, tu encaisses. Il y a donc un problème d'information. D'information même au niveau des femmes. Et information sourcée, information sérieuse. Là, on va parler aux femmes des lois, vous voyez. Mais aussi, il y a ce soutien-là dont les organisations des femmes ont besoin. C'est-à-dire les former sur comment faire un projet. Par exemple, comment postuler à des appels à propositions qui touchent à ces sujets-là, à ces questions. Faire un projet de lutte contre les VBG dans le quartier, pourquoi pas. Former même certains membres de ces associations-là à l'utilisation de l'outil numérique pour pouvoir elles-mêmes faire des campagnes numériques, pouvoir se toucher en ligne aussi et toucher d'autres personnes pour faire comprendre ce qu'elles font, leurs capacités. Vous voyez, je fais tout ce travail-là avec les femmes et je pense que c'est quelque chose aussi que d'autres doivent faire pour qu'on touche plus de femmes et pour que la condition même de la femme malienne change, notamment les femmes qui sont dans les zones rurales. Non, ça nous amène peut-être à poser une question qui a un rapport avec le thème national pour les 16 jours d'activisme, à savoir l'utilisation des réseaux sociaux pour éviter à ce que les femmes soient victimes des violences numériques. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce thème? C'est un thème qui est vraiment la bienvenue, parce que moi, en tant que web activiste, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Lorsque vous voyez même
Même la désinformation qui est d'actualité, elle est surtout jarrée. Pourquoi? Parce que quand on dit jarrée, c'est vraiment, en réalité, elle est anti-femme, quoi. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses, qui sont relayées, qui concernent les femmes. Il y a beaucoup d'attaques en ligne contre les femmes. J'ai vu un chiffre d'ONU Femmes hier tout près, c'est que 83% de femmes en ligne ont déjà déclaré avoir été victimes ou bien témoins de violences en ligne. Donc, et ces violences-là c'est un thème qui est bien trouvé parce que ces violences-là sont là palpables. Il y a des femmes qui sont poussées jusqu'au suicide à partir d'arnaques, d'arnaques ou bien en tout cas de doxing ou bien d'utilisation de menaces en ligne. Tout simplement. Elles ont tellement peur qu'elles ne savent plus où aller. Et maintenant, il est important à ce que on aille vers les femmes pour que les espaces numériques là, l'espace en ligne ne soient pas fermés aux femmes ou bien ne deviennent pas des espaces de danger. Donc, 16 jours d'activisme autour de ces questions de menaces, de violences en ligne faites aux femmes, c'est très bien. Vraiment, c'est même désespéré. Moi, même dans mon rêve le plus fou, je ne pouvais pas voir ça parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'ai eu à participer à un forum de méta au Sahel et j'ai eu à communiquer sur ces histoires de droits numériques des femmes. Mais cela semble ne pas les intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de femmes en ligne. Parce que lorsque vous regardez, sur 100 personnes connectées, moins de 20% sont des femmes. Peut-être c'est pour cela. Parce que les femmes en ligne, les femmes ne sont pas... Elles sont minoritaires, elles n'ont pas beaucoup d'argent peut-être, je ne sais pas. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte par rapport à ça. Merci quand même pour toutes ces contributions, pour tous ces apports, toutes ces réponses-là, et aussi pour ce plaidoyer à l'endroit des jeunes filles et des femmes. Je suis certain que votre message sera énormément entendu par toutes les communautés qui nous écoutent. Alors pour terminer cet échange, Madame Fatouma Harbert, dite Tumbutui, pour inspirer nos auditeurs, notamment les jeunes filles, quel message de confiance et de responsabilité aimeriez-vous leur adresser afin qu'elles osent prendre la parole et s'engager à leur tour pour leurs droits, pour qu'elles puissent devenir à l'avenir des futurs Tumbutui? Mon message ne peut être que se contenter ou bien savoir rester collé à sa communauté. Moi, vraiment, je trouve l'inspiration dans ma communauté, dans ma ville natale, dans les inspirations et dans ce que vit ma communauté. Dès l'instant où vous allez vous détacher de vos réalités pour essayer d'être autre chose ou bien, je ne sais pas, vous mettre au-dessus de votre communauté, vous allez voir que il y aura une cassure. Donc, moi, en tant que défenseur des droits des femmes, je dis aux autres jeunes filles, restez vous-même, votre talent est en vous-même, mais surtout n'oubliez jamais d'où vous venez. C'est important pour pouvoir se propulser et puis gagner dans ce monde. Très intéressant. Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est demander à ces jeunes filles de se former, d'aller à la recherche de l'information. Ces points-là, je pense, peuvent aussi être très significatifs et si il y a des problèmes, que ces femmes puissent aussi dénoncer. Oui. Dénoncer surtout. Cela avait été un de mes objectifs en créant Sankorelabs, qui était un tech hub social, c'est de ne plus être la seule qui crie dans mon désert à Tombouctou. C'est vrai. C'est former le maximum de personnes, que ce soit des hommes ou bien des femmes, pour que ces personnes-là puissent s'exprimer aussi, puissent dire ce qui se passe. De 2012 à maintenant, n'est-ce pas que le paysage médiatique en ligne tombouctien a changé? Énormément. Voilà, beaucoup pourront dire, même ne pas me connaître, mais moi je sais que j'y suis pour beaucoup. Non, c'est certain. Alors, merci beaucoup Madame Fatouma Harbert de Tumbutui pour tout ce que vous faites, pour tous les efforts, pour votre franchise, votre engagement et la force de votre conviction et de vos réponses. Je vous en prie. Votre témoignage nous rappelle que l'engagement citoyen peut transformer des vies,
que l'éducation et l'autonomisation des femmes sont des piliers essentiels du développement, que lutter contre les violences basées sur le genre exige courage et solidarité et que chaque jeune fille peut devenir actrice du changement lorsqu'elle ose prendre la parole. Chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale La Parole aux Humanitaires réalisée dans le cadre des 16 jours d'activisme. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré avec une mise en onde assurée par Salim Diouara. Restez branchés sur la radio Humanité et Développement HDFM, la voix de la solidarité, du vivre ensemble et de l'engagement citoyen. À très bientôt pour un nouveau numéro. Partout où les besoins se font sentir, ils sont là. Dans les villages reculés, les camps de déplacés, sur les routes de l'espoir. Ce sont les humanitaires, des femmes et des hommes engagés qui tendent la main. La parole aux humanitaires. L'émission qui met en lumière ceux et celles qui agissent chaque jour pour la vie, la dignité et la solidarité.